On aurait préféré que tu ne sois jamais né, m'ont dit mes parents. Je leur ai fait face, alors considérer que je n'existe pas, oublier la fille nommée Chloé. Un silence glacial a envahi la fête. Je m'appelle Camille, j'ai 29 ans, et voici l'histoire de la façon dont je me suis enfin libéré. Après des années à chercher une approbation qui n'est jamais venue, j'ai obtenu ma maîtrise à l'université avec mention très bien en psychologie. Cela aurait dû être mon plus grand moment de fierté. Au lieu de cela, lors de mon dîner de remise de diplôme, mes parents ont prononcé des mots qui ont brisé mon monde, nous aurions préféré que tu ne sois jamais né. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'était ma réponse, des mots qui ont réduit au silence un restaurant entier et changé ma vie pour toujours. Ayant grandi à Neuilly-sur-Seine, une banlieue aisée de Paris, mon enfance semblait parfaite de l'extérieur. Notre belle maison bourgeoise avec sa pelouse manucurée, et mes parents, Henri et Elisabeth Dubois, étaient l'image même de la réussite de la classe moyenne supérieure. Mon père était avocat d'affaires dans un cabinet prestigieux de la Défense, et ma mère était très impliquée dans les organisations caritatives locales, non par compassion, mais pour le statut social que cela lui procurait. D'aussi loin que je me souvienne, rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Quand j'ai ramené un 15/20 en CE2, mon père a regardé la feuille avec une telle déception qu'on aurait cru que j'avais complètement échoué. La fille des Martin a eu que des 18, a-t-il dit en faisant glisser la feuille sur le comptoir de la cuisine. J'attends mieux la prochaine fois. Je me souviens avoir hoché la tête, retenant mes larmes en me réfugiant dans ma chambre. Ce schéma s'est poursuivi tout au long de mon enfance. Si je remportais la 2e place à un concours de sciences, la conversation portait sur qui avait gagné la 1re place et ce que j'aurais dû faire différemment. Quand j'ai intégré l'équipe de natation mais que je n'étais pas la plus rapide, le dîner tournait autour du fait que je devais m'entraîner plus dur. Il y avait toujours quelqu'un de meilleur, toujours une barre plus haute que je n'avais pas réussi à atteindre. Mon père avait une vision très précise de mon avenir, médecine, droit ou une grande école de commerce. Rien d'autre n'était acceptable. Ce sont des carrières de prestige, disait-il lors de nos dîners du dimanche, coupant son roast-beef en morceaux précis. Tout le reste, c'est se contenter de moi. Ma mère n'était pas mieux, bien que son attention soit différente. Là où mon père exigeait l'excellence académique et professionnelle, elle scrutait mon apparence et mes relations sociales. Camille, tu pourrais être si jolie si tu perdais 5 kilos, disait-elle en s'examinant dans le miroir du couloir. Ou pourquoi n'es-tu pas amie avec la fille Lefebvre? Son père est au conseil d'administration de l'hôpital, tu sais. Chaque amitié, chaque tenue, chaque aspect de mon apparence était évalué pour la façon dont il se reflèterait sur la famille. La seule personne qui semblait me voir pour qui j'étais était ma grand-mère, Evelyne, la mère de mon père. Contrairement à son fils, elle avait une chaleur qui faisait de sa maison un sanctuaire. Tu as un esprit magnifique, me disait-elle quand je partageais mes pensées sur des livres que nous avions lus toutes les deux. Ne laisse personne éteindre ta lumière. Lors de visites dans son petit appartement de l'autre côté de la ville, j'ai découvert des livres de psychologie sur ses étagères. Elle avait été conseillère avant de prendre sa retraite, et nos conversations sur le comportement humain et la santé émotionnelle ont déclenché quelque chose en moi. Pour la première fois, j'ai trouvé un sujet qui me fascinait complètement. La psychologie, c'est pour les gens qui ne peuvent pas gérer la vraie science, s'est moqué mon père quand j'ai mentionné mon intérêt à 15 ans. C'est un tas de bêtises subjectives. Ma mère a acquiescé, ajoutant, en plus, ma chérie, ces gens-là gagnent à peine leur vie. Malgré leur mépris, je dévorais secrètement des livres de psychologie, les cachant sous mon matelas comme de la contrebande. Quand est venu le temps des candidatures universitaires, j'ai postulé à des programmes de psychologie malgré l'insistance de mes parents pour des filières de prépa droit ou médecine. Cela a conduit à la plus grande dispute que nous ayons jamais eue. Nous ne paierons pas pour que tu obtiennes un diplôme inutile, a crié mon père, le visage rouge de colère. Pas quand tu as les capacités de faire quelque chose qui en vaut la peine. La psychologie en vaut la peine, ai-je rétorqué, tenant tête pour une fois. Les gens ont besoin d'aide pour se comprendre et comprendre les autres. Les gens ont besoin de se ressaisir et d'arrêter de se plaindre, a-t-il répliqué. Cette discussion est terminée. Mais elle n'était pas terminée. Ma grand-mère Evelyne est intervenue, offrant de m'aider avec mes frais de scolarité. Ton avenir t'appartient, pas à tes parents, m'a-t-elle dit autour d'un thé dans sa petite cuisine. Étudie ce qui parle à ton cœur. Mes parents ont accepté à contre-cœur, mais leur désapprobation était palpable. Chaque vacances scolaires était remplie de commentaires à peine voilés sur les vraies carrières et le potentiel gâché.
Puis, pendant ma deuxième année, Evelyne est décédée subitement. J'étais dévasté, perdant non seulement ma grand-mère, mais ma seule véritable alliée dans la famille. Elle m'a laissé un modeste héritage qui a aidé à payer le reste de mes frais de scolarité, ainsi qu'une lettre que je garde à ce jour. Ta compassion est ta force, écrivait-elle. Le monde a besoin de plus de cœurs comme le tien. Après ces funérailles, mes parents ont semblé redoubler leurs critiques. Sans Evelyne pour amortir leur désapprobation, je me sentais plus seul que jamais. Je me suis jeté dans mes études, déterminé à obtenir mon diplôme avec mention, espérant que l'excellence académique pourrait enfin gagner leur approbation. Pendant tout ce temps, l'anxiété me rongeait. J'ai commencé à avoir des crises de panique avant les visites familiales, mon estomac se nouant d'effroi face aux critiques inévitables qui m'attendaient. En dernière année, j'avais développé des mécanismes d'adaptation, respiration profonde, discours intérieurs positifs, recherche de soutien auprès des quelques amis qui comprenaient. Mais le besoin profond d'approbation parentale n'a jamais vraiment disparu. Malgré tout, une partie enfantine de moi espérait toujours qu'un jour il me verrait vraiment, et serait fier de ce que j'étais devenu. Mon expérience universitaire à la Sorbonne a été transformatrice, malgré l'ombre que mes parents projetaient sur elle. Pour la première fois, je me suis retrouvé entouré de gens qui appréciaient les idées et la conversation sans jugement constant. Ma colocataire, Jeanne, étudiait le journalisme et avait une franchise rafraîchissante que j'ai immédiatement admirée. « Tes parents ont l'air d'être un cauchemar », a-t-elle dit sans détour après avoir entendu parler d'une visite de vacances particulièrement désagréable. « Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas ? » Puis il y avait Lucas, de mon cours de méthode de recherche, dont l'humour vif et l'intérêt sincère pour la psychologie correspondaient au mien. Il avait grandi en famille d'accueil et avait une perspective sur la famille qui remettait en question mes croyances ancrées. « La famille, ce sont les gens qui te traitent comme si tu comptais, m'a-t-il dit une fois autour d'un café. Parfois, ce ne sont pas les gens qui partagent ton ADN. Leur amitié a créé un espace où je pouvais être authentique sans craindre la critique. Lentement, j'ai commencé à découvrir qui j'étais en dehors des attentes de mes parents. J'ai rejoint l'association des étudiants en psychologie, j'ai fait du bénévolat sur une ligne d'écoute de crise et je me suis senti particulièrement attiré par la psychologie du développement, l'étude de la façon dont les gens grandissent et changent tout au long de leur vie. Au cours de ma 3e année, j'ai attiré l'attention du Dr Moreau, une professeure très respectée dans le domaine. Elle m'a invité à l'assister dans ses recherches sur la résilience chez les jeunes adultes ayant fait face à l'adversité dans leur enfance. L'ironie ne m'a pas échappé, étudiant la résilience tout en essayant de construire la mienne. Vous avez une perspicacité exceptionnelle, Camille, m'a dit le docteur Moreau après que j'ai présenté les résultats préliminaires à l'équipe de recherche. Avez-vous envisagé des études supérieures? Avec vos capacités, vous pourriez apporter des contributions significatives au domaine. Sa validation était comme de l'eau dans le désert. J'ai travaillé plus dur que jamais, restant tard au laboratoire, affinant les protocoles de recherche et aidant à préparer des présentations pour des conférences. Quand elle a suggéré que je postule pour un poste à l'Institut de recherche en développement humain à Lyon, j'étais à la fois terrifié et exalté. L'Institut était reconnu au niveau national, et un tel poste serait un formidable début de carrière. Ils sont très intéressés par vous, m'a dit le docteur Moreau lorsqu'elle m'a appelé dans son bureau un après-midi enneigé de février. Votre candidature était impressionnante, et ma recommandation n'aurait pas pu être plus forte. Ils veulent que vous commenciez en août, après la remise des diplômes. Je suis resté assise en silence, stupéfaite, serrant la lettre d'offre officielle. Un vrai travail dans un institut de recherche prestigieux, faisant un travail qui me passionnait. C'était la validation que le chemin que j'avais choisi avait de la valeur, malgré ce que mes parents avaient toujours prétendu. À l'approche de la remise des diplômes, je me suis plongé dans les examens finaux et la rédaction de mon mémoire sur les stratégies de régulation émotionnelle. Le travail était exigeant mais épanouissant. Pour la première fois, je pouvais imaginer un avenir où je construirais une carrière que j'aimais plutôt qu'une carrière choisie pour plaire aux autres. 3 semaines avant la remise des diplômes, ma mère a appelé. Je me suis préparé à son interrogatoire habituel sur mes projets, prête à défendre une fois de plus mon offre d'emploi. Ton père et moi avons discuté, a-t-elle dit, sa voix portant son efficacité nette habituelle. Nous aimerions assister à ta cérémonie de remise de diplôme. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Dans nos conversations précédentes, ils avaient été vagues sur leur venue, invoquant des emplois du temps chargés et les inconvénients du voyage. Vraiment? Je n'ai pas pu cacher la surprise dans ma voix. Bien sûr,
ma chérie. C'est une étape importante après tout, et ton père a quelques relations. Il aimerait que tu rencontres des gens qui pourraient t'aider à trouver un poste plus convenable que ce truc de recherche. J'aurais dû reconnaître l'intention derrière leur intérêt soudain, mais l'espoir a obscurci mon jugement. Peut-être qu'ils étaient enfin en train de changer d'avis. Peut-être que me voir diplômé avec mention leur ferait réaliser que la psychologie était un domaine légitime et que j'avais un talent digne de respect. Avec un optimisme renouvelé, je me suis lancé dans les préparatifs de la remise des diplômes. J'ai acheté une nouvelle robe, un bleu marine sophistiqué qui avait l'air professionnel mais élégant. J'ai fait des réservations pour le dîner, nettoyé mon appartement de manière obsessionnelle au cas où ils voudraient le voir, et répété des façons de présenter mon offre d'emploi en des termes qui pourraient les impressionner. Ils viennent vraiment, ai-je dit à Jeanne alors que nous essayions nos toches de diplômés dans notre appartement. Peut-être que les choses seront différentes maintenant. Jeanne avait l'air sceptique mais solidaire. Souviens-toi simplement de qui tu es, a-t-elle dit en ajustant ma toque. Peu importe ce qu'ils disent ou font. La nuit avant la remise des diplômes, je suis resté éveillé à imaginer des scénarios où mon père me serrait la main avec une fierté sincère. Où ma mère me serrait dans ses bras sans raideur. Où il dirait enfin les mots que j'avais tant désiré entendre, « Nous sommes fiers de toi ». Le fantasme était si vif que je pouvais presque croire qu'il pourrait se réaliser. Le matin est arrivé avec le soleil inondant mes fenêtres et des papillons dans l'estomac. En me maquillant soigneusement et en me coiffant, j'avais l'impression de me préparer pour l'entretien d'embauche le plus important de ma vie. Parce que d'une certaine manière, j'essayais toujours de me faire embaucher comme la fille qu'il pourrait aimer inconditionnellement. Le matin de la remise des diplômes est arrivé avec un temps printanier parfait d'Île-de-France, le soleil réchauffant les bâtiments historiques du campus et une douce brise agitant les feuilles. Je me suis levé tôt, trop nerveuse pour dormir, et j'ai passé plus de temps à me préparer. Ma robe bleu marine était repassée et prête, et j'ai disposé les cordons d'honneur que j'avais mérités grâce à mes résultats scolaires. Aujourd'hui, c'est le jour où ils me verront enfin, ai-je murmuré à mon reflet en appliquant mon mascara avec une main légèrement tremblante. Jeanne a frappé à la porte de ma chambre. « Ton carrosse t'attend, la lauréate », a-t-elle plaisanté. Bien que je n'ai pas été major de ma promotion, j'ai tout de même obtenu la mention très bien avec les félicitations du jury. Nous sommes arrivés à l'amphithéâtre du campus 2 heures à l'avance, comme demandé. L'endroit bourdonnait déjà de diplômés excités ajustant leur toque et prenant des photos. J'ai envoyé un SMS à mes parents pour leur dire où ils pourraient trouver des places avec une bonne vue. « Nous sommes déjà là », fut la réponse de ma mère. Ton père voulait s'assurer que nous ayons des places correctes. Je les ai repérés dans la zone d'attente des familles. Mon père dans un costume gris anthracite coûteux qui criait la réussite professionnelle. Ma mère dans une robe et une veste de couleur crème, son collier de perles captant la lumière. On aurait dit qu'il assistait à un événement d'affaires plutôt qu'à la remise de diplôme de leur fille. « Vous êtes arrivés » dis-je en m'approchant avec un sourire plein d'espoir. La circulation était plus fluide que prévu, a répondu mon père en vérifiant sa montre. La cérémonie commence à 10 heures, c'est bien ça? J'ai des appels prévus pour plus tard cet après-midi. Pas de câlin? Pas de tu es magnifique ou nous sommes fiers de toi. Juste une préoccupation pour son emploi du temps. Oui, 10 heures, ai-je confirmé, mon sourire vacillant légèrement. Ça devrait durer environ 2 heures. 2 heures pour que tout le monde traverse une scène, a soupiré ma mère. Il pourrait simplement envoyer les diplômes par la poste et faire gagner du temps à tout le monde. J'ai ravalé ma déception. Je devrais aller me mettre en rang avec mon département. Je vous verrai après, près du bâtiment de psychologie pour les photos. Ils ont hoché la tête et je me suis éloigné, me rappelant que la journée était encore jeune. Il était encore temps que les choses changent. La cérémonie elle-même fut un tourbillon d'émotions. Assise parmi mes camarades diplômés en psychologie, j'ai ressenti une vague de fierté lorsque notre département a été appelé et que nous nous sommes levés ensemble. Traverser cette scène, entendre mon nom annoncé avec la mention très bien avec les félicitations du jury à la suite, serrer mon porte-diplôme. Ces moments semblaient monumentaux. J'ai balayé le public du regard en traversant la scène, repérant mes parents au 10e rang. Pendant un bref instant, j'ai cru voir une lueur de fierté sur le visage de mon père alors qu'il levait la main dans un petit signe, mais elle a disparu si vite que je l'ai peut-être imaginé. Après la cérémonie, au milieu du chaos de milliers de diplômés et de familles, j'ai retrouvé mes parents qui attendaient près du bâtiment de psychologie comme prévu. Ma mère s'est immédiatement avancée pour ajuster ma toque, qui s'était légèrement déplacée. « Tiens-toi droite, Camille »
m'a-t-elle ordonné alors que mon père positionnait son appareil photo coûteux. Personne ne veut de photos d'une mauvaise posture. Nous avons pris les clichés obligatoires. Moi tenant mon diplôme, moi avec chaque parent individuellement, une photo de famille qu'un étudiant de passage a prise pour nous. Tout au long de la séance, leurs compliments étaient au mieux superficiels. La cérémonie était bien organisée, a remarqué mon père. Tes cheveux sont jolis attachés comme ça, a ajouté ma mère. Pas de félicitations ou de nous sommes fiers de toi. Juste des commentaires sur la logistique et l'apparence. Alors que nous marchions vers le parking, mon père m'a surprise en disant « Nous pensions t'emmener dîner pour célébrer. Il y a un restaurant français, l'Orangerie. J'ai entendu dire que la nourriture y est excellente. » L'Orangerie était l'un des restaurants les plus chers de la ville, le genre d'endroit que mes parents réservaient normalement pour des dîners d'affaires ou des célébrations d'anniversaire. Jamais un endroit où ils m'emmèneraient. Ce serait merveilleux, ai-je répondu, l'espoir renaissant. Peut-être que ce dîner chic était leur façon de montrer qu'ils se souciaient, de marquer l'occasion comme spéciale. J'ai réservé pour 18h30, a poursuivi mon père. Nous pouvons te retrouver là-bas si tu as besoin de te changer ou de te rafraîchir. Non, je viens avec vous, dis-je rapidement, ne voulant pas me séparer maintenant que les choses semblaient s'améliorer. Ma robe convient pour le restaurant, n'est-ce pas? J'ai jeté un coup d'œil à ma tenue soigneusement choisie. Ma mère m'a jaugé rapidement. Ça ira, a-t-elle dit avec un petit hochement de tête que j'ai choisi d'interpréter comme une approbation. Le trajet jusqu'au restaurant fut rempli de ce qui passait pour une conversation agréable dans notre famille. Mon père parlant d'une affaire qu'il avait récemment gagnée. Ma mère discutant d'un prochain gala de charité qu'elle aidait à organiser. J'ai attendu qu'ils posent des questions sur mes projets, sur l'offre d'emploi que j'avais acceptée, mais ils ne l'ont pas fait. Pourtant, je suis resté optimiste alors que nous nous arrêtions devant le service de voiturier du restaurant. L'Orangerie était à la hauteur de sa réputation. Des lustres en cristal, des nappes d'un blanc immaculé, des serveurs en tenue de soirée et une atmosphère feutrée d'exclusivité. Le maître d'hôtel a reconnu mon père immédiatement. Monsieur Dubois, bon retour. Votre table est prête. La meilleure de la maison, comme demandé. On nous a conduits à une table d'angle près des fenêtres avec une excellente vue sur le restaurant et la ville. Mon père a commandé du champagne sans consulter le menu, et j'ai ressenti un petit frisson d'être traité comme une adulte digne d'une célébration. Quand le champagne est arrivé, mon père a levé son verre. À la remise des diplômes, a-t-il dit simplement. Pas à Camille ou à ta réussite, juste à l'événement lui-même. Pourtant, j'ai trinqué avec eux et siroté le champagne coûteux, déterminé à profiter de ce rare moment d'harmonie familiale. C'est charmant, ai-je dit en regardant le décor élégant. Merci de m'avoir amené ici. Chaque étape importante mérite d'être célébrée comme il se doit, a répondu ma mère en étudiant son menu. Le foie gras ici est exceptionnel. Pendant un bref et brillant instant, alors que nous commandions les entrées et échangions des banalités sur le décor du restaurant, je me suis permis de croire que ce dîner représentait un tournant dans notre relation. Peut-être que ma remise de diplôme avait enfin prouvé ma valeur à leurs yeux. Peut-être que maintenant, enfin, je recevrai la validation que j'avais si longtemps désirée. Les entrées sont arrivées. Des assiettes délicates de coquilles Saint-Jacques poêlées pour ma mère, des escargots pour mon père et une salade de chèvre chaud pour moi. Alors que nous commencions à manger, mon père a posé des questions sur d'autres diplômés de mon programme. Est-ce que cette fille Lefebvre était dans ton département, la fille de Martha? Caitlin Lefebvre était en école de commerce, pas en psychologie, ai-je répondu, ne l'ayant rencontrée qu'une seule fois à une soirée sur le campus. Fille intelligente, a approuvé mon père. Le commerce ouvre des portes. J'imagine qu'elle a déjà plusieurs offres. J'ai pris une grande inspiration, y voyant une ouverture. En fait, j'ai de bonnes nouvelles concernant mon travail. Le poste à l'Institut de recherche. Oui, cet endroit de recherche, m'a interrompu ma mère en agitant sa fourchette avec dédain. Qu'est-ce que tu y feras exactement? Classer les papiers et faire du café? Non, mère, dis-je en gardant mon sang-froid. Je serai attaché de recherche et je travaillerai directement avec le docteur Garnier sur une étude longitudinale du développement émotionnel chez les adolescents. Mon père a posé sa fourchette. Et la rémunération? Que gagne un attaché de recherche de nos jours? J'ai partagé le montant du salaire, qui était en fait tout à fait respectable pour un poste de débutant dans mon domaine. Mon père s'est moqué.
C'est ce que gagnent nos assistants juridiques juniors, et ont un potentiel d'avancement. J'ai aussi un potentiel d'avancement, ai-je rétorqué. Ce poste pourrait mener à Camille, à couper ma mère. On dirait que tu as pris du poids depuis la dernière fois que nous t'avons vu. Toutes ces études et ce grignotage dû au stress, je suppose. Tu devrais vraiment faire attention. Personne ne prend une femme forte au sérieux dans le milieu professionnel. Le changement de sujet brutal était une tactique familière conçue pour me déstabiliser et réaffirmer le contrôle de la conversation. J'ai senti mes joues rougir mais je me suis forcé à prendre une gorgée d'eau au lieu de répondre à la provocation. L'Institut est très respecté, ai-je poursuivi, déterminé à leur faire comprendre la valeur de mon opportunité. Leurs recherches ont influencé les politiques éducatives à travers le pays. Politique, a répété mon père avec un léger ricanement. Politique et paperasse. Tu aurais pu être chirurgienne, Camille, ou avocate d'affaires. Tu avais les résultats au test, l'intelligence. Au lieu de cela, tu passeras tes journées à demander aux gens ce qu'ils ressentent. Les plats principaux sont arrivés. Filet mignon pour mon père, bar pour ma mère et canard rôti pour moi. Le timing a offert un bref répit de la critique, mais cela n'a pas duré longtemps. Nous avons croisé les Gardonnay la semaine dernière, a dit ma mère en coupant délicatement son poisson. Leur fils vient de terminer sa première année à la faculté de médecine de la Sorbonne, premier de sa classe. Tant mieux pour lui, ai-je répondu, essayant de garder un ton neutre. Il était dans tes classes préparatoires au lycée, n'est-ce pas, a demandé mon père, bien qu'il le sache parfaitement. Mêmes opportunités, mais il a choisi de s'appliquer à quelque chose de substantiel. Chaque mot était comme une petite coupure. J'avais obtenu mon diplôme avec mention, décroché un poste dans une institution respectée et j'étais sur le point de commencer une carrière qui me passionnait. Pourtant, à leurs yeux, j'avais échoué parce que je n'avais pas choisi la voie qu'ils voulaient. La psychologie est substantielle, dis-je, luttant pour garder ma voie stable. Comprendre le comportement humain et le développement émotionnel a des applications concrètes. Mes recherches pourraient aider à identifier des stratégies d'intervention précoce pour les jeunes à risque. Mon père a pris une longue gorgée de son vin avant de répondre. Ta mère et moi avons été patients, Camille. Nous t'avons laissé poursuivre cet intérêt qui est le tien. Nous pensions que tu reviendrais peut-être à la raison avant la remise des diplômes. Que tu réaliserais les limites que tu t'imposais. Ce n'est pas une limitation de suivre sa passion, ai-je contré. Passion, a soupiré ma mère, comme si le mot même était de mauvais goût. La passion ne paie pas les prêts immobiliers ni ne constitue une retraite. Les choix pragmatiques, si. La conversation s'est poursuivie sur ce ton tout au long du plat principal. Mes tentatives d'expliquer mon choix de carrière se sont heurtées au mépris ou à la dérision. Je me sentais rapetissé sur ma chaise, le vieux sentiment familier d'inadéquation m'envahissant comme une ombre froide. Alors que le serveur débarrassait nos assiettes, mon père a commandé une autre bouteille de vin sans demander si quelqu'un en voulait. Quand elle est arrivée, il a levé son verre dans ce qui semblait être un autre toast. Mon cœur s'est légèrement soulevé. Peut-être que malgré leurs critiques, ils étaient quand même fiers de moi d'une manière ou d'une autre. J'aimerais dire quelque chose, a commencé mon père, sa voix prenant le ton formel qu'il utilisait pour les discours lors des dîners d'affaires. Aujourd'hui marque la fin de tes études, Camille. Et bien que ce ne soit pas la voie que nous aurions choisie pour toi, ta mère et moi reconnaissons ta persévérance. Ce n'était pas exactement un éloge chaleureux, mais c'était quelque chose. J'ai légèrement levé mon verre, attendant qu'il continue. Cependant, a-t-il poursuivi, son expression se durcissant. Je ressens le besoin d'exprimer notre déception. Avec tes capacités, tu aurais pu contribuer de manière significative à la société. Au lieu de cela, tu as choisi une science molle avec des méthodologies discutables. Quand nous regardons les autres parents aujourd'hui, célébrant des enfants qui deviendront médecins, avocats, chefs d'entreprise. Eh bien. Il a fait une pause, échangeant un regard avec ma mère. Parfois, nous aurions préféré que tu ne sois jamais né. Ainsi, nous n'aurions pas à expliquer tes choix décevants à nos amis. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis figé, mon verre toujours à mi-hauteur, incapable de traiter ce que je venais d'entendre. Ma mère ne l'a pas contredit ni n'est venue à ma défense. Au lieu de cela, elle a légèrement hoché la tête, comme si ce qu'il avait dit était parfaitement raisonnable. Le restaurant autour de nous a semblé devenir silencieux, bien que je sois sûr que ce n'était que ma perception alors que le choc m'envahissait. Un serveur,
qui s'approchait de notre table avec les menus des desserts, s'est arrêté brusquement, ayant clairement tout entendu, et s'est retiré maladroitement. Les clients des tables voisines ont jeté un coup d'œil, puis se sont rapidement détournés, embarrassés d'avoir été témoins d'un tel moment. Je ne pouvais plus respirer. La pièce semblait tourner légèrement, et je me suis agrippé au bord de la table pour me stabiliser. 22 ans de critique et de négligence émotionnelle avaient culminé en cette déclaration. Une déclaration claire et sans ambiguïté que mon existence était une déception pour eux. À cet instant, quelque chose en moi qui se pliait depuis des années s'est finalement brisé. Mais au lieu de m'effondrer, j'ai ressenti une étrange clarté émerger de la douleur. Ces gens ne me verraient jamais. Ils ne m'apprécieraient jamais. Et j'avais passé beaucoup trop de temps à essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné gratuitement. Le silence à notre table s'est étiré comme une éternité. Mon père a pris une gorgée de vin décontracté, comme s'il n'avait pas dit quelque chose de dévastateur. Ma mère a ajusté sa serviette, évitant le contact visuel. Autour de nous, le restaurant avait repris son bourdonnement normal de conversation, mais plusieurs clients proches jetaient encore des regards inquiets dans notre direction. J'ai posé mon verre d'un mouvement contrôlé, me sentant étrangement calme malgré le tremblement de terre qui se produisait en moi. Mes mains, qui auraient dû trembler, étaient stables. Avec des mouvements délibérés, j'ai placé ma serviette à côté de mon assiette et je me suis lentement levé. Mes deux parents ont levé les yeux, mon père avec irritation, ma mère avec confusion. « Camille, nous n'avons pas fini de dîner », a-t-elle dit, comme si c'était là le problème. Je les ai regardés tous les deux, ces deux personnes qui m'avaient mis au monde mais ne m'avaient jamais vraiment vu. Quand j'ai parlé, ma voix était claire et inébranlable, me surprenant moi-même. Si c'est ce que vous souhaitez, alors considérez que je n'ai jamais existé. Vivez vos vies comme s'il n'y avait jamais eu de fille nommée Camille. Le restaurant entier est devenu silencieux. Un serveur a laissé tomber une cuillère quelque part en arrière-plan, le cliquetis étant presque comiquement fort dans l'atmosphère feutrée. À partir de ce moment, ai-je continué, vous n'aurez plus à m'expliquer ni à expliquer mes choix à personne. Vous n'aurez plus à vous sentir déçu par mon existence. Je vous libère du fardeau d'avoir une fille qui a osé suivre son propre chemin au lieu de vivre la vie que vous aviez prescrite. Le visage de mon père est devenu rouge foncé. Camille, tu fais une scène. Assieds-toi immédiatement. Non, dis-je simplement. Je ne m'assiérai pas. Pas aujourd'hui. Plus jamais. Pendant 22 ans, j'ai essayé de gagner votre approbation, votre amour. Je vois maintenant que cela n'a jamais été possible. Non pas parce que j'ai échoué, mais parce que vous étiez incapable de le donner. J'ai pris ma petite pochette à côté de ma chaise. Merci pour le dîner et pour la clarté. Je comprends enfin que je ne serai jamais assez bien pour vous. Mais voici ce que vous n'avez pas réussi à voir, je suis plus que suffisante pour moi-même. Sur ce, je me suis retourné et j'ai traversé le restaurant silencieux, la tête haute, malgré les larmes qui menaçaient de couler. Je sentais tous les yeux sur moi, mais pour une fois, je me fichais de ce que les autres pensaient. Ni les autres clients, ni le personnel, et surtout pas mes parents. Ce n'est que lorsque j'ai atteint ma voiture sur le parking que mon sang-froid s'est fissuré. Mes mains tremblaient si fort que je ne pouvais pas mettre la clé dans le contact. Les larmes sont venues alors, en sanglots convulsifs qui m'ont plié sur le volant. Toutes les années à chercher la validation, à essayer d'être parfaite, à espérer qu'un jour je serais suffisante. Tout est sorti de moi dans ce parking. Après ce qui a semblé des heures, mais n'était probablement que 15 minutes, j'ai réussi à me calmer suffisamment pour conduire. Sans réfléchir, je me suis dirigé directement vers l'appartement de Jeanne. Elle a ouvert la porte, a jeté un coup d'œil à mon visage taché de larmes et m'a serré dans ses bras sans dire un mot. Ils ont dit qu'ils auraient préféré que je ne sois jamais né, ai-je murmuré contre son épaule. Alors il ne te mérite pas, a-t-elle répondu fermement en me guidant vers son canapé. Pas une once de toi. Je me suis effondré sur son canapé pendant qu'elle allait faire du thé. Le poids de ce qui s'était passé m'a finalement frappé de plein fouet. Mon téléphone a commencé à vibrer dans mon sac. Des SMS et des appels de mes parents. Je l'ai sorti pour le mettre en silencieux et j'ai vu les messages qui arrivaient déjà. Tu exagères. Cette démonstration était puérile et embarrassante. Appelle-nous immédiatement pour que nous puissions discuter de ton comportement. Pas une seule excuse, pas une seule reconnaissance de la cruauté de leurs paroles, juste des reproches et des exigences de conformité, comme toujours. Jeanne est revenue avec des tasses de thé et a pris le téléphone de ma main,
lisant les messages avec une colère croissante. Incroyable, a-t-elle marmonné en posant le téléphone face contre table sur la table basse. Tu ne les rappelles pas ce soir. Elle a appelé Lucas, qui est arrivé 20 minutes plus tard avec de la glace et une protection féroce qui m'a fait pleurer à nouveau, mais cette fois de gratitude. Ces deux personnes, qui n'avaient aucune obligation envers moi par le sang ou la loi, ont montré plus d'attention en une soirée que mes parents ne l'avaient fait dans toute ma vie. Nous sommes restés debout tard à parler de ce qui s'était passé et de ce qui pourrait arriver ensuite. Aucun d'eux n'a essayé de minimiser ma douleur ou d'offrir des platitudes sur le fait que la famille finit toujours par s'arranger. Au lieu de cela, ils ont validé mes sentiments et soutenu mon droit de me protéger de tout mal supplémentaire. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en as besoin, a offert Jeanne. Mon canapé est ton canapé. Je me suis finalement endormi vers 3 heures du matin, émotionnellement épuisé, mais avec un étrange sentiment de paix sous la douleur. Pour la première fois de ma vie, je m'étais défendu complètement, sans excuse ni compromis. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, le soleil inondait le salon de Jeanne, et mon téléphone affichait 37 appels manqués et messages. Je les ai parcourus brièvement, mes parents alternant entre des exigences que je m'excuse pour avoir fait une scène et des tentatives de culpabilisation qui devenaient de plus en plus désespérées à mesure que la nuit avançait. En lisant leurs mots avec la clarté du matin, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais pleinement reconnu auparavant, ils n'avaient plus de pouvoir sur moi. J'étais une adulte avec un diplôme, une offre d'emploi et la capacité de faire mes propres choix. La seule emprise qu'ils avaient était émotionnelle, et je pouvais choisir de briser cette emprise. Assise là, sur le canapé de Jeanne, toujours dans ma robe de remise de diplôme bleu marine de la veille, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. Je prendrais le poste à Lyon, je déménagerais à l'autre bout du pays et je vivrais vraiment comme si je n'avais pas de parents, non par dépit ou par vengeance, mais comme un acte d'autoprotection et de croissance. Je dois disparaître de leur vie, ai-je dit à Jeanne quand elle est sortie de sa chambre. Complètement. C'est le seul moyen pour moi d'être un jour libre. Elle a hoché la tête, comprenant sans avoir besoin de plus d'explications. Alors c'est ce que nous allons t'aider à faire. La semaine suivante s'est déroulée dans un tourbillon d'activités. J'ai officiellement accepté le poste à l'Institut de recherche, leur donnant ma date de début au 1er août, dans seulement 6 semaines. Jeanne et Lucas m'ont aidé à créer un plan de sortie stratégique qui minimiserait tout contact avec mes parents. D'abord, j'ai changé de numéro de téléphone, ne donnant le nouveau qu'à des amis de confiance et à des contacts professionnels. J'ai configuré des filtres de messagerie pour envoyer les messages de mes parents directement dans un dossier que je n'aurais pas à voir. J'ai fermé tous mes comptes de réseaux sociaux et en ai créé de nouveaux sous des variations légèrement différentes de mon nom, avec des paramètres de confidentialité stricts. Mon bail se terminait de toute façon à la fin du mois, alors j'ai accéléré mes plans de déménagement. Jeanne et Lucas m'ont aidé à emballer mon appartement dans des cartons, que nous avons stockés temporairement dans le garage de Lucas. J'ai vendu mes meubles plutôt que de m'occuper de les déménager à travers le pays, ne gardant que les livres, les vêtements et les objets personnels qui tiendraient dans ma voiture. Tu es sûr de vouloir conduire toute cette distance seule, a demandé Jeanne alors que nous fermions un autre carton. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je expliqué. Le long trajet à travers la France, c'est un nouveau départ. La partie la plus difficile a été de gérer les liens financiers restants. J'avais un compte bancaire joint qui avait été créé quand j'étais adolescente. J'ai ouvert un nouveau compte dans une banque différente et j'ai transféré ma part des fonds. J'ai fait un chèque pour rembourser chaque centime que mes parents avaient contribué à mon éducation depuis le décès de ma grand-mère, avec une brève note, ceci solde toute obligation financière entre nous. Pendant tout ce temps, mes parents ont continué leur tentative de me contacter. D'abord avec colère, puis avec une fausse inquiétude pour mon état mental, puis avec des menaces de déposer une déclaration de personne disparue, bien qu'ils sachent exactement où j'étais. Leurs messages révélaient leur véritable inquiétude, non pas mon bien-être, mais l'image que ma disparition donnerait aux autres dans leur cercle social. Ton père a dû trouver des excuses au club hier, a écrit ma mère dans un email qui a déjoué mes filtres. Les gens posent des questions. Ce comportement se reflète mal sur nous tous. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la préparation de ma nouvelle vie à Lyon. J'ai recherché des quartiers, cherchant un appartement abordable dans une zone sûre. J'ai étudié le système de transport en commun et les commodités locales. J'ai lu tout ce que je pouvais sur l'institut de recherche et les projets spécifiques que j'allais rejoindre. Exactement une semaine après la remise des diplômes, Jeanne, Lucas et moi avons chargé ma Renault Clio avec mes affaires essentielles.
Le coffre et la banquette arrière étaient remplis de boîtes soigneusement étiquetées, laissant juste assez de place pour un petit sac de voyage sur le siège passager. Voici une carte de crédit d'urgence, a dit Jeanne en me glissant une carte dans la main. Lucas et moi l'avons prise pour toi, juste au cas où. Et ça, c'est de notre part à tous les deux, a ajouté Lucas en me tendant une enveloppe scellée. Ne l'ouvre pas avant d'arriver à Lyon. Je les ai serrés tous les deux dans mes bras, luttant contre les larmes. Je ne peux pas assez vous remercier. Construis-toi simplement une belle vie, a dit Jeanne. Ce sont tous les remerciements dont nous avons besoin. Le trajet à travers le pays est devenu une sorte de thérapie. Chaque kilomètre mettait une distance physique entre moi et mon passé. J'ai séjourné dans des hôtels modestes, mangé dans des restaurants locaux et regardé le paysage changer, de la région parisienne familière aux plaines de Bourgogne, à travers les montagnes du Massif central, et enfin à la beauté de la région Rhône-Alpes. En chemin, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à la famille, ce qu'elle devrait être par rapport à ce que la mienne avait été, à mon avenir, ce que je voulais par rapport à ce qu'on attendait de moi, à la guérison, comment avancer sans porter le poids du rejet avec moi. Lyon m'a accueilli avec une pluie fine et des vues spectaculaires sur la ville depuis les hauteurs. Mon premier appartement était un petit studio dans le quartier de la Croix-Rousse. Rien d'extraordinaire, mais entièrement à moi, sans aucune attente attachée au mur. Je l'ai meublé avec des meubles d'occasion, des coussins colorés et des bibliothèques que j'ai remplies de textes de psychologie et de romans que mes parents auraient jugés futiles. Le premier jour officiel à l'institut, j'ai ouvert l'enveloppe de Jeanne et Lucas. À l'intérieur, il y avait une carte qui disait « La famille, ce sont ceux qui t'aiment pour exactement qui tu es. Nous sommes ta famille maintenant et pour toujours. » À côté, il y avait un délicat collier en argent avec un petit pendentif en forme de phénix, l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres pour commencer une nouvelle vie. J'ai porté ce collier le premier jour, y puisant de la force alors que je naviguais dans les couloirs complexes de l'institut. Le docteur Garnier, ma superviseure, était une femme brillante dans la cinquantaine, avec une attitude pragmatique et des yeux étonnamment gentils. « Camille Dubois », a-t-elle dit en examinant mon dossier. Mention très bien avec félicitations du jury, excellente recommandation du docteur Moreau. J'ai de grandes attentes pour vous. Je ne vous décevrai pas, ai-je promis, et je le pensais. Le travail était stimulant et gratifiant. J'ai aidé à concevoir des protocoles de recherche, mené des entretiens avec des participants à l'étude, analysé des données et contribué à des articles qui seraient finalement publiés dans des revues respectées. Pour la première fois de ma vie, mon intelligence et mon éthique de travail étaient appréciées plutôt que tenues pour acquises. En dehors du travail, j'ai lentement construit un nouveau cercle social. Ma voisine Sophia, une graphiste au rire contagieux, m'a invité à un club de lecture. Là, j'ai rencontré Marcus, un professeur d'anglais au lycée avec un regard pensif et une confiance tranquille qui m'a intrigué. Aucun d'eux ne savait rien de mon passé, et j'ai trouvé libérateur d'être connu uniquement pour la personne que je devenais, pas pour la fille qui n'avait jamais été assez bien. 6 mois se sont écoulés sans aucun contact avec mes parents. Ils avaient fini par cesser d'appeler mon ancien numéro et d'envoyer des emails lorsqu'ils ne recevaient aucune réponse. Par l'intermédiaire d'un ami de la famille commun, j'ai appris qu'il disait aux gens que j'avais eu une sorte de dépression après la remise des diplômes et que j'avais besoin de temps pour me remettre sur pied. Le même ami a rapporté qu'il semblait plus préoccupé par la gestion des apparences que par mon bien-être réel. J'ai commencé à voir un thérapeute, le docteur Chevalier, spécialisé dans les traumatismes familiaux. Nos séances hebdomadaires étaient souvent douloureuses mais clarifiantes. Ce que vos parents vous ont dit était de la violence psychologique, a-t-il déclaré sans détour lors d'une séance. Et d'après ce que vous avez décrit, cela faisait partie d'un schéma qui a duré toute une vie. Je me sens encore coupable parfois, ai-je admis, de les avoir complètement coupés de ma vie. La culpabilité est courante chez les enfants de parents émotionnellement indisponibles, a-t-il expliqué. Vous avez été conditionné à croire que leur bonheur et leur confort étaient votre responsabilité. Mais c'étaient eux les parents. Votre bien-être aurait dû être leur priorité, pas l'inverse. En travaillant avec le docteur Chevalier, j'ai commencé à comprendre à quel point le traitement de mes parents m'avait affecté. Mon perfectionnisme, mon anxiété, ma tendance à m'excuser d'exister. Reconnaître ces schémas était la première étape pour les changer. La première saison des fêtes loin de ma famille a apporté des défis inattendus. Thanksgiving n'existant pas, Noël avait toujours été la grande fête, mais jamais particulièrement chaleureuse dans notre foyer. C'était néanmoins une tradition familière. Maintenant, je l'affrontais seul,
à des centaines de kilomètres de toute personne que je connaissais depuis plus de quelques mois. Sophia a remarqué ma baisse de morale à l'approche de décembre. Les premières fêtes sont les plus difficiles, a-t-elle dit, bien que je ne lui ai pas raconté ma situation. Viens au réveillon de Noël de ma famille. Ma mère cuisine toujours pour une armée, et nous avons une politique stricte de pas de questions pour les légarés. J'ai accepté avec gratitude et je me suis retrouvé à une réunion de famille chaotique et aimante qui ne ressemblait en rien au repas de fête formel et tendu de mon enfance. Les parents de Sophia se disputaient avec bonhomie sur la bonne façon de farcir une dinde. Ses frères racontaient des histoires embarrassantes les uns sur les autres. Sa grand-mère insistait pour que tout le monde se resserve. Personne n'a posé de questions sur ma famille ou pourquoi je n'étais pas avec eux. Pour le Nouvel An, Marcus m'a invité à rejoindre un groupe d'amis pour ce qu'ils appelaient le Réveillon des Marginaux, un rassemblement de personnes qui, pour diverses raisons, n'étaient pas avec leur famille biologique pour les fêtes. Nous avons échangé des cadeaux peu coûteux mais attentionnés, joué à des jeux de société et chanté faux. Ce n'était pas parfait, mais c'était chaleureux et sincère. Lentement, je construisais de nouvelles traditions et de nouveaux liens. Mon travail à l'Institut se déroulait exceptionnellement bien. J'avais reçu ma première promotion après seulement 1 an, devenant coordinatrice de recherche avec plus de responsabilités et un meilleur salaire. Je m'étais fait des amis qui ne savaient rien de mon passé mais appréciaient qui j'étais dans le présent. 2 ans après la remise des diplômes, je me tenais sur le balcon de mon nouvel appartement, une nette amélioration par rapport à mon premier studio, et je regardais l'horizon de Lyon. Je portais le collier Phénix de Jeanne et Lucas, qui restaient des amis fidèles malgré la distance. Nous nous appelions régulièrement en vidéo et ils étaient même venus me rendre visite une fois. « Tu sembles différente », avait observé Jeanne lors de cette visite. Plus confiante. « Je suis différente », avais-je répondu. Je deviens celle que j'ai toujours été censée être. Debout sur ce balcon, 2 ans après le dîner qui avait tout changé, j'ai réalisé une vérité importante en souhaitant que je ne sois jamais née. Mes parents m'avaient involontairement libéré pour renaître en tant que la personne que je choisissais d'être, pas celle qu'ils avaient essayé de me forcer à devenir. L'email est arrivé un mardi ordinaire, près de 2 ans et demi après que j'ai quitté l'orangerie et la vie de mes parents. L'objet indiquait simplement « Nous devons parler ». Mon père avait réussi à obtenir mon adresse email professionnelle, qui était publiquement affichée sur le site web de l'Institut. Le message était bref, ta mère et moi serons à Lyon le week-end prochain pour une conférence médicale. Nous aimerions te rencontrer. S'il te plaît, réponds avec une heure et un lieu. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qui s'était passé, juste l'attente que je me conforme comme je l'avais toujours fait auparavant. Je suis resté assise à regarder l'écran, le cœur battant, ne sachant pas comment répondre ni même si je devais répondre. La vie que j'avais construite à Lyon me semblait soudain fragile, comme si leur simple présence dans la même ville pouvait briser mon cœur en 1000 morceaux. J'ai transféré l'email au docteur Chevalier et j'ai demandé une séance d'urgence ce soir-là. Il m'a trouvé une place à 19h, après ses rendez-vous habituels. Vous ne leur devez pas de rencontre, m'a-t-il rappelé alors que j'étais assise anxieusement dans son bureau. Vos limites sont valides et nécessaires. Je sais, dis-je. Mais une partie de moi pense que si je ne les vois pas, ils continueront à avoir du pouvoir sur moi. Comme si je fuyais encore, que j'avais encore peur. Nous avons discuté des options, des résultats potentiels et, plus important encore, de ce dont j'avais besoin pour protéger mon propre bien-être. Si vous décidez de les rencontrer, a conseillé le docteur Chevalier, faites-le selon vos propres termes. Un lieu public, une durée limitée, des limites claires, et ayez un soutien prêt pour après. Après mûre réflexion, j'ai répondu à l'email de mon père. Je vous retrouverai au café Bellecour samedi à 11h. Je ne peux rester que 30 minutes. Le café était assez fréquenté pour être public, mais assez calme pour une conversation. Il était près de l'appartement de Marcus, où je prévoyais d'aller immédiatement après. Sophia et Marcus savaient ce qui se passait et avaient promis d'être disponibles si j'en avais besoin. Le samedi venu, je me suis habillé soigneusement avec une tenue professionnelle qui me donnait confiance. Un pantalon gris anthracite, un chemisier en soie bleue et le collier Phénix pour le courage. Je suis arrivé 15 minutes en avance pour choisir une table dans un coin d'où je pouvais voir la porte. Ils sont entrés précisément à 11h, l'air plus âgé que dans mon souvenir, mais sinon inchangé. Mon père dans une tenue décontractée mais chic qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Ma mère dans une robe de créateur avec son collier de perles. Ils m'ont repéré immédiatement et se sont dirigés vers moi,
mon père en tête avec des pas déterminés. Camille, a-t-il dit en me tendant la main comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires. Tu as l'air en forme. J'ai serré sa main brièvement, mais je ne me suis pas levé pour l'accolade que ma mère semblait attendre. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dis-je en désignant les chaises en face de moi. Voulez-vous un café? Nous avons déjà commandé au comptoir, a répondu ma mère, ses yeux me scrutant d'un air critique. Tu as perdu du poids. Bien sûr, ce serait sa première observation. Comment avez-vous trouvé mon adresse email professionnelle, ai-je demandé, sautant les banalités. Ton père a des relations, a-t-elle répondu vaguement. Nous essayons de te joindre depuis un certain temps. Je ne me cachais pas, dis-je. J'ai simplement choisi de ne plus être en contact. Un silence inconfortable s'est installé. Mon père s'est raclé la gorge. Ton comportement a été extrêmement pénible pour ta mère. La façon dont tu as quitté ce dîner, coupant tout contact. C'était immature et blessant. J'ai senti une colère familière monter, mais j'ai gardé ma voix stable. Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit à ce dîner? Il a agité la main avec dédain. Tout le monde dit des choses qu'on ne pense pas dans le feu de l'action. Vous m'avez dit que vous auriez préféré que je ne sois jamais né, ai-je déclaré sans détour. Ce n'était pas le feu de l'action. C'était l'aboutissement d'une vie de critique et d'amour conditionnel. Tu exagères, a interjeté ma mère. Nous avons toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi. Non, l'ai-je corrigé. Vous avez toujours voulu ce que vous pensiez être le mieux pour vous-même. Une fille qui vous fait honneur, qui fait des choix dont vous pouvez vous vanter auprès de vos amis, pas une fille qui est authentique et heureuse. Le barista a appelé leur nom, et mon père est allé chercher leur boisson. Ma mère s'est penchée en avant. Cette petite rébellion a assez duré, Camille. Les gens posent des questions. Ton père a dû trouver des excuses à son cabinet. Cela se reflète mal sur nous. Et voilà, leur véritable préoccupation. Non pas mon bien-être, mais leur image. Quand mon père est revenu et a posé leurs cafés élaborés sur la table, j'ai décidé d'être direct. Pourquoi êtes-vous vraiment là? Que voulez-vous de moi? Ils ont échangé des regards. Nous voulons que les choses redeviennent normales, a dit mon père. Une famille devrait être en contact. Les fêtes ont été étranges sans toi. Étranges, ai-je répété. Pas triste ou incomplète. Étrange. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-il rétropédalé. Je pense que c'est exactement ce que vous vouliez dire, ai-je répondu. Et c'est là le problème. Je n'ai jamais été une personne pour vous, juste une extension de vous-même, un reflet de vos attentes. Quand j'ai choisi ma propre voie, je suis devenu un inconvénient, un embarras. C'est injuste, a protesté faiblement ma mère. Vraiment, ai-je demandé. Vous êtes ici depuis 5 minutes et vous n'avez pas une seule fois posé de questions sur ma vie, mon travail, mon bonheur. Vous n'avez mentionné que la façon dont mon absence vous affecte. Ils ont semblé déconcertés, comme si cette perspective ne leur était jamais venue à l'esprit. J'ai construit une vie ici, ai-je continué. Une belle vie. J'ai des amis qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce que je réussis. J'ai un travail qui compte pour moi et qui fait une différence dans le monde. J'ai la paix. Nous sommes toujours tes parents, a dit mon père, son ton portant l'autorité qui m'aurait autrefois réduite au silence immédiatement. La biologie a fait de vous mes parents, ai-je reconnu. Mais vous avez choisi de ne pas être ma famille. Une famille soutient. Une famille accepte. Une famille aime inconditionnellement. Vous n'avez rien fait de tout cela. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. La première émotion sincère que je voyais d'elle depuis des années. Nous t'aimons, Camille, à notre manière. Votre manière était nuisible, dis-je doucement. Il m'a fallu des années de thérapie pour comprendre que je suis digne d'amour exactement comme je suis. Pas pour mes réussites ou ma conformité, mais simplement pour être moi. Mon père s'est agité, mal à l'aise. Thérapie, a-t-il marmonné. Toujours à chercher quelqu'un à blâmer. Je ne vous blâme pas pour qui vous êtes, ai-je clarifié. Je vous tiens responsable de vos actions et je me protège de tout mal supplémentaire. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. 20 minutes s'étaient écoulées. Il me reste 10 minutes. S'il y a quelque chose de significatif que vous voulez dire, c'est le moment. Ma franchise semblait les déstabiliser. Ils étaient venus en s'attendant soit à la fille docile qu'ils avaient contrôlée pendant des années,
soit peut-être à une confrontation colérique qu'ils auraient pu rejeter comme de l'instabilité émotionnelle. Ma clarté calme les laissait sans leurs scénarios habituels. Après une longue pause, mon père a parlé. Que faudrait-il pour rétablir le contact? C'était une question transactionnelle, typique de lui, mais au moins elle était honnête. Premièrement, une reconnaissance sincère du mal causé, pas seulement à ce dîner, mais tout au long de ma vie, dis-je. Deuxièmement, le respect de mes limites et de mes choix à l'avenir. Troisièmement, une volonté de construire une nouvelle relation basée sur le respect mutuel, et non sur l'autorité et l'obéissance. Et si nous ne pouvons pas remplir ces conditions, a demandé doucement ma mère. Alors nous restons comme nous sommes, ai-je répondu. Je continuerai ma vie sans vous. Le choix vous appartient. Il ne savait pas comment répondre à ce renversement de pouvoir. Pour la première fois dans notre relation, c'était moi qui fixais les termes, pas eux. Alors que notre temps tirait à sa fin, je me suis levé pour partir. Je dois y aller. J'ai des projets avec des amis. Pouvons-nous te recontacter, a demandé ma mère avec hésitation. J'ai écrit mon adresse email personnelle sur une serviette et je l'ai fait glisser sur la table. C'est la seule information de contact que je suis à l'aise de partager pour le moment. Si vous décidez que vous pouvez remplir mes conditions, vous pouvez me joindre ici. Mais s'il vous plaît, comprenez que je ne répondrai pas à la manipulation, à la culpabilité ou aux exigences. Je suis sorti du café en me sentant plus légère que prévu. Il n'y avait pas eu de réconciliation spectaculaire, pas d'excuses larmoyantes ni de promesses de changement. Mais j'avais dit ma vérité, calmement et clairement, et pour une fois, ils avaient été forcés d'écouter. Marcus attendait dans son appartement avec un repas réconfortant et sans pression pour parler jusqu'à ce que je sois prête. Quand j'ai finalement partagé ce qui s'était passé, il a écouté attentivement. « Ça va ?» a-t-il demandé quand j'ai fini. Étonnamment, oui, ai-je répondu. Pendant si longtemps, j'ai eu peur de les affronter. Peur qu'ils aient encore du pouvoir sur moi. Mais ce n'est plus le cas. Plus maintenant. Au cours des mois suivants, mes parents ont fait des tentatives hésitantes et imparfaites de communication. Un email reconnaissant qu'ils avaient peut-être été trop critiques par moments. Une carte d'anniversaire avec un chèque cadeau et un mot maladroit sur le fait d'être fier de mon dévouement. De petits pas qui montraient qu'ils essayaient au moins de comprendre ce dont j'avais besoin, même s'ils n'en étaient pas pleinement capables. J'ai maintenu des limites fermes, ne répondant qu'aux tentatives sincères de connexion et ignorant tout ce qui semblait manipulateur ou autoritaire. Parfois, des semaines passaient sans contact. Cela me convenait. La relation, si on pouvait l'appeler ainsi, existait désormais selon mes propres termes. Pendant ce temps, ma vie continuait de s'épanouir. Mes recherches sur la résilience émotionnelle chez les adolescents ont été sélectionnées pour être publiées dans une grande revue. J'ai développé des amitiés étroites avec des gens qui appréciaient ma sensibilité plutôt que de la voir comme une faiblesse. Ma relation avec Marcus s'est approfondie pour devenir quelque chose de significatif et de solidaire, basé sur le respect mutuel et une affection sincère. La guérison était en cours. Il y avait encore des jours où de vieilles insécurités refaisaient surface, où je remettais en question ma valeur ou cherchais une validation externe. Mais ces jours se faisaient de plus en plus rares à mesure que j'apprenais à reconnaître ma propre valeur, indépendamment de l'approbation des autres. 3 ans après ce dîner de remise de diplôme dévastateur, je me tenais à un podium pour présenter les résultats de mes recherches lors d'une conférence nationale. En parlant avec assurance de l'importance de la validation émotionnelle dans un développement sain, j'ai aperçu le pendentif phénix reposant contre ma clavicule et j'ai souri légèrement au symbolisme. Le voyage de ce restaurant à ce podium avait été long et souvent douloureux. Mais comme le phénix, j'avais émergé des cendres du rejet, plus forte et plus authentique qu'auparavant. Les mots qui étaient censés me détruire, nous aurions préféré que tu ne sois jamais né, avaient au contraire été le catalyseur de ma renaissance. Ce que j'ai appris à travers tout cela est quelque chose que je partage maintenant avec les jeunes dans mes études de recherche. Votre valeur est inhérente, pas méritée. Votre valeur ne dépend pas de la capacité de quelqu'un d'autre à l'avoir. Et parfois, la famille que vous choisissez compte plus que la famille dans laquelle vous êtes né.